Bonjour, bienvenue dans Questions d'éthique. Nous parlons aujourd'hui de l'embryon et pour parler de ce sujet brûlant, eh bien, j'ai Agnès Noiset qui est gynécologue, médecin de la reproduction, praticien hospitalier dans le service de gynécologie obstétrique du professeur Gamère à l'hôpital de la Conception à Marseille. À côté d'elle, Pierre Lecause. Pierre Lecause est philosophe, professeur agrégé de philosophie, maître de conférences à la faculté de médecine de Marseille, où vous enseignez l'éthique médicale. Vous êtes aussi membre du comité national d'éthique. À côté de vous, Pierre-Jocelyne Rousier. Jocelyne Rousier, psychologue, thérapeute de couple, attachée au laboratoire de procréation médicalement assistée à l'hôpital de la Conception à Marseille. De l'autre côté de la table, j'ai Perrine Malzac. Perrine Malzac est généticienne, praticien hospitalier dans le département de génétique médicale du professeur Philippe à l'hôpital d'enfants de la Timone à Marseille. Et vous êtes la coordinatrice de l'espace éthique méditerranéen. Et puis enfin, maître Jean-Pierre Binon, avocat, membre de l'espace éthique méditerranéen et de sa commission sur l'aide médicale à procréation, et également président de la commission éthique de l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône. Alors bienvenue, merci d'être à nouveau présent sur ce plateau pour parler de l'aide médicale à la procréation. Alors on dit AMP, PMA, qu'est-ce que c'est? C'est anglais, français, Agnès Noiset? J'ai compris la différence, mais il paraît qu'il y en a une. AMP, Peut-être aide Perrine, médicale. c'est une subtilité d'éthique que moi, j'ai jamais compris. Je pense qu'effectivement, quand on parle d'aide médicale à la procréation, AMP, donc. voilà, AMP, et c'est ce qu'on a tendance à préférer actuellement, on met en avant le côté médical, c'est-à-dire qu'en France, quand même, dans notre pays, l'aide médicale à la procréation intervient dans un contexte d'infertilité médicale. Il y a une cause médicale à cette infertilité. Alors que PMA, procréation médicalement assistée, mettrait en avant la procréation, c'est-à-dire toute personne qui voudrait procréer, quelle que soit la raison, par exemple une femme qui aurait dépassé l'âge de la ménopause, voilà, éventuellement le confort pourrait être voilà. Okay, une subtilité de langage. C'est une subtilité sémantique, mais c'est toujours bien de commencer avec les subtilités. Je vous en prie. Que le terme consacré maintenant, c'est l'AMP. C'est le cycle qu'on trouve en français dans le Code civil et dans le Code de la santé publique. D'accord. Donc AMP, on dira tout le temps AMP, je vous promets. Alors Agnès Noiset, quels sont les couples qui sont concernés par l'AMP et puis combien sont-ils en France par exemple? Alors les couples concernés par l'AMP, c'est très bien défini dans les lois de bioéthique. C'est très précis. On ne doit prendre en charge en bilan, en diagnostic et thérapeutique que des couples unis depuis 2 ans, au moins 2 ans, donc vie commune de 2 ans ou mariés. Donc le paramètre vie commune de 2 ans, ça concerne ceux qui ne sont pas mariés. Paxés, par exemple. Voilà. Oui. Et qui ont une infertilité qui a une certaine durée. Qui est avérée. Donc. Voilà, avérée. C'est-à-dire, en gros, c'est 18 mois au moins de rapport sans contraception. Ça aussi, c'est un petit peu variable en fonction de l'âge de la femme. Mais disons que, voilà, de cet ordre-là. Comment vérifier ça? Ça, c'est par l'interrogatoire. Hein, on demande. D'accord. Puis il faut des certificats médicaux pour vérifier ça, non? Non, c'est lorsqu'on interroge le couple. Si un couple vient en disant, voilà, on est ensemble depuis 3 mois, on n'a pas de grossesse qui démarre, on leur dit essayez encore. Attendez, voilà, on ne fait pas de bilan. Ceux qui ont... Bon, après, lorsqu'il n'y a pas de grossesse, au bout d'un certain nombre de mois de rapport sans contraception, on fait le bilan et donc on propose éventuellement des techniques d'aide médicale à la procréation. C'est quand même assez fréquent, hein, cette demande, puisqu'il y a de l'ordre de 15% des couples qui ont une difficulté à la procréation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bébé un peu plus tard, mais qui présentent une certaine difficulté qui peuvent les amener à consulter. Parmi ces 15%, il y en a un bon nombre qui vont avoir un bébé sans l'aide de personne. Mais donc, ça fait. Et ça, c'est un chiffre qui est en augmentation par rapport à des statistiques antérieures ou plutôt en diminution? C'est un chiffre qui est plutôt en augmentation, mais c'est peut-être lié au fait que la médiatisation de cette aide est plus importante. Donc, les gens savent qu'ils peuvent avoir de l'aide, donc ils vont consulter. Avant, les gens, c'était tabou, ils ne parlaient pas de leur infertilité. Une indication qui est très rare, mais qui est aussi très encadrée, c'est les situations de couples fertiles qui ont un risque de donner naissance à un enfant ayant une maladie génétique et qui peuvent faire appel aux techniques d'aide médicale à la procréation pour éviter de donner naissance à un enfant atteint de cette maladie par la méthode dite de diagnostic préimplantatoire ou de tri embryonnaire. Tout à l'heure, Maître Binon. Ce que je voulais ajouter quand même, c'est que le Code de la santé publique, enfin le texte est très précis en la matière, et là, pour une fois, la loi nous rend service parce qu'elle donne des conditions très très particulières. Lorsque vous lisez l'article, on vous dit que l'AMP est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
demande parentale d'un couple, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un projet parental. Et le projet parental, c'est quelque chose qui n'est pas médical, mais qui est important. Parce que autant on a parlé de l'enfant et du droit à l'enfant, autant dans le cas précis, il y a aussi la vérification de la finalité. Donc il y a un projet éducatif, un projet parental. D'autre part, ce n'est pas inintéressant, dans la loi de 2004, qui a donc réformé les lois bioéthiques de 1994, on a en réalité maintenant 3 cas de recours à l'AMP. Au départ, et le cas majoritaire, c'était l'infertilité du couple. Ça pouvait être éventuellement la crainte de transmettre une maladie génétique, par exemple, à l'enfant en naître, ce qu'on vient d'évoquer. Mais il y a également une circonstance nouvelle qui est ajoutée par la loi de 2004 et qui est importante, c'est l'hypothèse du risque de transmission d'une maladie au conjoint. Et ça, c'est très important à l'époque du sida. Parce que si les relations sexuelles amènent justement à une contamination, eh bien l'AMP sera une technique qui permettra justement de conserver la santé du partenaire. Bien sûr. Ça, c'est très important. Je voudrais qu'on parle un peu du parcours. Quelles sont les étapes de l'aide médicale à la procréation et est-ce que c'est un parcours difficile? Je me retourne vers vous à nouveau, Agnès Noisette, parce que c'est votre boulot, si je comprends bien. Oui, oui, exactement. Oui, ce parcours est difficile, il est long et justement le terme d'étape convient bien parce que il y a toutes sortes d'étapes qui sont pénible à franchir pour le couple et chaque étape va conditionner la suivante. Alors, première étape, bien sûr, diagnostic. Bon, on va interroger le couple, on va demander un certain nombre d'examens, on va faire un diagnostic, soit c'est un problème uniquement masculin, soit un problème uniquement féminin, soit un problème mixte, parfois un problème inexpliqué au terme de tous les examens et de toutes les façons, si l'infertilité est ancienne, il va bien falloir aider le couple. Après, on va proposer la thérapeutique adéquate. Et on va procéder. Vous voulez dire que vous avez plusieurs solutions. Vous avez une gamme en fonction des anomalies qu'on va trouver. Il y a plusieurs solutions. Alors les grands principes de la mise en route de la thérapeutique, c'est de commencer par le plus simple avant de passer au plus compliqué, au plus agressif. C'est un principe de base en médecine, je dirais, sachant qu'il faut que les thérapeutiques soient appropriées. Alors il est inutile de commencer par des techniques simples si elles n'ont aucune chance d'aboutir. Il faut toujours faire un bénéfice, risque et chance de succès. Pour parler de l'infertilité masculine, parce que c'est presque celle qui est la plus caricaturale au niveau des étapes, on va commencer par des inséminations qui consistent à simplement sélectionner les spermatozoïdes et traiter l'ovulation de la femme. Et puis s'il n'y a pas de succès, après quelques cycles, c'est-à-dire en gros après 8 mois à 1 an, on va passer à la fécondation in vitro. On parlait d'insémination artificielle. Je parle d'insémination artificielle dans le cadre du couple. Bien sûr, du couple. Oui. C'est à dissocier pas avec des du don. Donc vous disiez un parcours difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que c'est long? Parce que c'est long, parce que c'est pénible. Et là, je souligne plutôt pour la femme, parce que c'est elle, quelle que soit l'origine de l'infertilité, non, c'est elle qui va supporter le poids des traitements. Elle aura les traitements hormonaux, elle aura les anesthésies pour la fécondation in vitro, pour la ponction, les ovaires. Elle aura tous les ennuis et les complications possibles des traitements liés à l'infertilité. L'homme, même s'il est très présent, il apporte un soutien psychologique auprès de sa compagne, il supporte très peu les traitements. Mais il a toujours eu d'ailleurs, même dans les cas naturellement ordinaires, si je puis dire, un rôle, moins conséquent. De nouvelles techniques qui s'appellent l'ICSI, c'est-à-dire l'injection d'un spermatozoïde qu'on va recueillir au niveau des testicules, et il me semble que ça fait mal, ça aussi. Ça doit être un peu pénible. Je précise. La fécondation in vitro, il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques qui consistent simplement à mettre à côté les spermatozoïdes et les ovocytes pour qu'ils se rencontrent et qu'il y ait fécondation. Ces techniques s'appliquent pour les femmes qui ont les trompes bouchées, pour les hommes qui n'ont pas tout à fait assez de spermatozoïdes. Et puis, il y a une technique, je dirais, miraculeuse qui s'applique depuis plus de 10 ans maintenant, qui est l'ICSI, dont parle Pierre, qui consiste à, lorsqu'il y a très très peu de spermatozoïdes, à injecter dans chaque ovocyte, sous le microscope, un spermatozoïde dans chaque ovocyte, un peu une injection, je dirais, de force. Ça, c'est très utile quand il y a très peu de spermatozoïdes, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de fécondation si on n'utilise pas cette technique. Et ça a permis d'aller chercher chez les hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat, d'aller chercher les spermatozoïdes dans le tissu testiculaire. Et effectivement, dans ce cas-là, les hommes subissent une intervention. D'accord, pas de détails, merci. Donc, passons à l'aspect psychologique, peut-être, parce que ça doit être vraiment très, très important. Vous, la consultation psychologique, elle est obligatoire, puisque, il y a un entretien préalable. Hein. Alors, les patients vous parlent de leurs problèmes, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Avec quels mots? Comment est-ce que ça se passe? Alors, la consultation psychologique est
important. Tu as trois moments clés du parcours. Je reprends le terme qui est utilisé parce que je trouve qu'il convient très bien. Je vois les couples au début du diagnostic, au début de leur entrée dans le parcours. Et à ce moment-là, il me paraît important d'évaluer leurs ressources psychiques, je dirais, pour me faire un peu une idée de la façon dont ils vont réagir tout au long de ce parcours. Ensuite, il me paraît important, au cours de ce premier entretien, de juger un petit peu de la relation du couple. Est-ce que c'est un couple qui est solide? Est-ce que c'est un couple qui est fragile? Et qu'est-ce que ça peut faire à ce couple, un parcours aussi difficile? Vous voulez dire que vous arrivez parfois à déceler des problèmes potentiels dans le couple Oui. À l'occasion de cet entretien. Ils ne Oui. viennent pas pour ça, mais quelque part, c'est votre boulot aussi d'essayer de savoir si ça va pouvoir tenir le coup, d'une certaine manière. Ce couple-là va être quand même mis à rude épreuve, je dirais. Et bon, il faut quand même qu'il y ait que je perçoive une certaine solidité. Donc on rejoint l'idée du projet parental dont parlait Jean-Pierre Binon tout à l'heure. Et de la notion de couple formé et solide. Oui. Je profite au cours de cet entretien aussi de vérifier un peu si toutes les informations techniques, ils ont bien réussi à les assimiler, parce qu'avant d'arriver à ma consultation, ils ont vu beaucoup d'intervenants médicaux. J'essaie aussi de repérer les demandes, je dirais, un peu déraisonnables. Des couples qui relèvent, ou en tout cas un des membres qui relève d'une pathologie psychiatrique qui est tout à fait repérable et où je perçois qu'un tel cheminement en AMP va peut-être déclencher quelque chose de l'ordre du délire qui est un peu sous-jacent. Oui. Ça arrive. C'est rare, mais ce sont des situations qui se produisent. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Je préviens l'équipe médicale, on en parle et on évite quand même de prendre en charge un couple comme ça. Et vous conseillez quelque chose au couple? Vous leur dites qu'il faut aller voir un psychiatre ou... Oui, bien sûr, oui. En général, après la consultation, on envisage d'autres possibilités, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels mots? J'allais dire, comment est-ce qu'ils expriment cette détresse qui est ce mal d'enfant en quelque sorte? Ils arrivent, et ils ont beaucoup investi ce rendez-vous. Ils font part à ce moment-là de leur attente, de leur espoir. Ils arrivent à évoquer aussi quelquefois leur histoire, une partie de leur histoire. Le fait d'être dans cette demande d'enfant, dans cette attente d'enfant, les renvoie aussi à leur propre histoire et les renvoie à leur place d'enfant eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et donc, on arrive à évoquer des choses de cet ordre-là, sans que ce soit une thérapie, sans que ce soit complètement approfondi. C'est un moment comme ça. Est-ce qu'ils ont conscience du fait que cet entretien préalable, il est quand même crucial, parce que c'est, j'allais dire, après votre avis, en quelque sorte, que le processus va commencer? On les envoie pour qu'ils aient un autre espace de parole. D'accord, je retire ce que j'ai dit. Oui. Ça n'est pas un examen de passage. D'accord. Non. Il ne faut pas que ça le soit pour eux. Sinon, Oui. ils ne vont pas avoir cette liberté de langage. Oui. C'est une écoute qui est différente de l'écoute médicale. Nous, on est un peu dans la technique, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. L'entretien avec la psychologue pour le couple, c'est vraiment important. C'est l'expression d'un vécu, donc. Oui, et puis une autre écoute. Accompagner toute cette démarche. On est dans un temps qui va durer. Et Ils parlent de leur émotion, Justine Rosier. c'est, à mon avis, le moment où ils peuvent parler de leur émotion, de leur attente, alors qu'avec les autres intervenants, il n'y a pas le temps pour ça. Ils en parlent là aussi, les sages-femmes ont une écoute, l'équipe médicale entière, mais ils n'ont pas le temps pour ça. Il y a tout un aspect technique. Voilà, oui. Puis ensuite, il y a un autre moment qui est important, et là, après ce premier entretien, c'est souvent les femmes qui font cette demande seules, de façon à ce qu'elles demandent une aide pour gérer leur stress. Je les vois toutes seules pour des entretiens où elles parlent de leur histoire personnelle à ce moment-là. Et très souvent, je les vois sans leur conjoint. Peut-être j'aimerais qu'on précise quelques notions. Assémination artificielle, fécondation in vitro, on emploie, puisqu'on le disait tout à l'heure, la technique est malheureusement très, très présente dans tout ça. Des termes, je voudrais qu'on précise très, très exactement ce que c'est. On est dans l'aide médicale en intraconjugale, donc en dehors du don. Et l'insémination artificielle, ça consiste à sélectionner les bons spermatozoïdes, en résumé, et à les déposer le jour de l'ovulation dans l'utérus de la femme. Donc ça permet de solutionner les problèmes de sperme mineurs
Et également, on traite aussi les problèmes d'ovulation. Il y a toujours un traitement de l'ovulation concomitant pour optimaliser les chances. C'est une technique qui apporte des résultats modérés, de l'ordre de 15%, disons 15 à 20% de chances de grossesse par cycle. Et les grossesses surviennent dans les 4 premiers cycles, donc en général, on ne le fait pas plus que 4 fois. 1 mois sur 2, donc ça fait pas très long. On commence par ça pour les problèmes masculins, comme je dis tout à l'heure. Alors, parlons de la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, donc ça, c'est la technique plus lourde, plus D'accord. agressive pour la femme. La stimulation ovarienne, donc le traitement hormonal est beaucoup plus fort. L'indication, c'est soit un problème féminin avec un problème de trompe obturée, soit un problème masculin avec des défauts de qualité de sperme importants. Il y a un traitement hormonal beaucoup plus agressif. Les ovaires sont pratiquement hyperstimulés, avec les conséquences hormonales que ça peut avoir, parfois de désagréments pour la femme. Il y a une anesthésie générale ou loco-régionale. Il y a une ponction avec une aiguille, on ponctionne le fond du vagin, on va vider les follicules sur les ovaires. Donc un risque de l'anesthésie, un risque de la ponction, parfois des hémorragies, parfois des infections secondaires. Donc c'est un geste qui est nettement plus agressif. Et donc en raison de tout ça, on ne peut pas le reproduire trop de fois. Donc, en règle générale, on considère que 4 tentatives de fécondation in vitro, c'est déjà donc Agnès, beaucoup. si je comprends bien, pas de nombre spécifique d'embryons imposés par la loi, mais plutôt un nombre, j'allais dire, nécessaire pour pouvoir mener le projet à bien dans les meilleures conditions. Voilà, c'est exactement ce qui est stipulé dans le terme de la phrase de la loi de bioéthique, ce qui présente une certaine ambiguïté, parce qu'en fait, la loi dit qu'il faut que les techniciens peuvent mettre en fécondation le nombre d'ovocytes nécessaires à l'obtention d'embryons pour pouvoir éventuellement congeler les embryons. Et là, en France, la pratique veut qu'on met le plus d'ovocytes possible en fécondation pour obtenir le plus d'embryons possible, pour pouvoir choisir surtout les embryons de meilleure qualité. C'est grâce à ce choix qu'on optimalise les chances. Le nombre d'embryons qu'on va remettre dans l'utérus et au fur et à mesure de l'évolution de la technique et de l'amélioration des résultats est de moins en moins important, puisqu'on remet maintenant pratiquement que 2 embryons à chaque fois. On essaye d'en mettre 1 quand on est sûr des bonnes chances, et exceptionnellement 3. On congèle les embryons, Voilà. Vous mentionnez ça tout à l'heure, mais c'est un peu dangereux, non? Je veux dire, est-ce que ça perd pas un peu de sa vitalité quand on les congèle? Je veux dire, c'est sans danger la congélation des embryons? Ça n'est pas sans conséquence, on va dire. Sans danger, on ne peut pas dire ça, mais sans conséquence, il y a des conséquences, puisque globalement, le taux de grossesse après les embryons congelés reste quand même un peu moins bon que le taux de grossesse après les transferts d'embryons frais. Donc ça veut dire que malgré tout, il y a le fait de mettre ces embryons dans un certain milieu spécifique pour la congélation, de faire la descente en température pour l'opération de congélation, puis après le réchauffement, il y a toute une technique et nécessairement, il y a des embryons qui ne résistent pas à la congélation. Donc, dans ce sens-là, il y a un danger pour les embryons. Ça, vous le voyez, puisque vous dites que vous les triez un peu. Il arrive qu'on ne fasse pas, par exemple, un transfert d'embryon congelé, parce que quand on a essayé de le décongeler, il s'est lisé. Donc, il n'y a plus d'embryon. Si l'embryon redémarre, c'est-à-dire s'il nous paraît être dans un état satisfaisant, le même que celui où on l'a congelé, ou bien même s'il a continué sa division cellulaire, là, on sait qu'il y a de bonnes chances qu'il évolue. Après, on ne sait pas s'il va s'implanter, mais on sait que quand on l'a remis dans l'utérus, il était évolutif. Et a priori, il n'a pas été décrit jusqu'à présent de problèmes chez les enfants issus d'embryons congelés. Mais ça se conserve longtemps, les embryons congelés? En théorie, indéfiniment. Donc vous voulez dire qu'un embryon conçu aujourd'hui, dans 100 ans, on pourra le réactiver. S'il n'y a pas puis de avoir d'azote liquide. Avoir des problèmes de génération, donc. Aristote disait « le temps est ce qui fait vieillir ». Qu'est-ce que vous voulez savoir ce que c'est que le temps? Regardez un vieillard. Et le défi biotechnologique jette à la philosophie l'assistance à la procréation, c'est qu'un embryon peut défier le temps et rester éternel. On a inventé l'éternité. Elle est un petit peu gelée, l'éternité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais ceci dit, elle existe. Alors, par contre, d'un point de vue de la loi, est-ce qu'il y a là une durée qui est imposée? Est-ce que la loi dit, par exemple, c'est 5 ans, 10 ans, et puis après, il faut les jeter? Le problème s'était déjà posé, effectivement, parce que lorsque les lois bioéthiques ont été promulguées en 1994, sauf erreur de ma part, il y avait déjà des embryons qui étaient congelés. Bien. Et donc, la question se posait de savoir ce qu'on allait en faire. Alors, en matière juridique, il y a toujours la question de l'application de la loi dans le temps, des dispositions transitoires, et sauf erreur de ma part,
on a décidé en 1994 du sort des embryons qui étaient congelés avant son entrée en vigueur, et on s'est posé la question de l'après. Et là-dessus, il y avait, à ma connaissance, un vide juridique. La loi de 2004, qui vient 10 ans après rafraîchir, ce n'est pas un jeu de mots, la question, fixe le même principe d'effet temporaire, c'est-à-dire que la loi est encore prévue pour 5 ans, enfin comme l'était la précédente, qui en a duré 10. Donc logiquement, on a un angle de vision à 5 ans. Mais ça ne veut pas dire que la loi impose... Mais la loi n'impose rien à ma connaissance, et de toute façon, si la science n'empêche rien, au-delà du problème philosophique peut-être du choc des générations, je dirais qu'il n'y a pas d'inconvénient particulier. Avec la révision de la loi de bioéthique, c'est que maintenant il y a une possibilité de destruction des embryons sur le vœu bien sûr du couple mais à certaines parental. conditions. Voilà. Voilà. Il y a une conservation obligatoire de 5 ans après la congélation, et après le couple a la possibilité d'opter pour différentes on va parler décisions dont on parlera après, et ils peuvent demander la destruction. En fait, dans la question que j'ai comprise tout à l'heure, la question était de savoir s'il y avait un seuil à ne pas dépasser. C'est ça. Donc, dans mon esprit, il n'y a pas de seuil à dépasser. Ouais. Après, effectivement, la question se pose de savoir ce qu'on en fait dans la limite ou au-delà de la limite. Mais ça, c'est une autre question, on est bien d'accord. Est-ce que les chances de succès de l'implantation, après tout ce processus que l'on décrivait tout à l'heure, est-ce qu'elles sont importantes pour l'embryon, pour le couple? Est-ce que ça marche à tous les coups, en d'autres termes? Agnès Noizet. On peut dire que globalement, les techniques de fécondation in vitro, tout mélangé, ICSI ou FIV classique, les taux de grossesse sont de l'ordre de 20 à 25% par cycle, ce qui fait un peu plus par transfert d'embryon. Mais ça reste quand même relativement limité, surtout quand on connaît la pénibilité. Mais si on se réfère à la fécondité naturelle, c'est quand même pas si mal, parce qu'un couple qui n'a aucun problème n'a jamais qu'une chance sur 4 à chaque cycle de démarrer une grossesse. Ah oui, donc une chance sur 4, 25%. Oui. La fécondité humaine n'est pas excellente. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a des causes? Il y a toute une série d'étapes, parce que le parcours naturel, c'est aussi un parcours du combattant. Bien sûr. Et il y a des échecs à toutes les étapes. On n'a pas vraiment forcément l'impression de combattre à tous les coups. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir des enfants simplement. On ne sait pas, mais il n'y a pas beaucoup de chance à chaque fois. Il y a des échecs de fécondation, des échecs d'implantation, des fausses couches très précoces dont on n'a même pas idée, parce qu'il n'y aura pas de traduction clinique. Peut-être on pourrait parler un petit peu de la réduction embryonnaire, parce que vous expliquiez que quand on fait une fécondation in vitro et qu'après on réimplante ces embryons, on en implante plusieurs. Et donc s'ils marchent tous, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la réduction embryonnaire, en fait, c'est l'aveu de nos erreurs ou de notre insuffisance de connaissances, et que pour optimaliser les chances, on a remis, surtout avant, plusieurs embryons. Il y a quelques 10 ans, on remettait parfois 4 embryons. Et malheureusement, il y avait parfois des grossesses multiples qui démarraient de haut rang plus que gémellaires, c'est-à-dire des grossesses triples, grossesses quadruples. Les pédiatres, d'ailleurs, nous ont suffisamment réprimandés et nous ont incités à plus de prudence. Mais il y a eu une période où, pour essayer que les femmes n'aient pas des accouchements trop prématurés, on a effectué des réductions embryonnaires. Mais est-ce que ce n'est pourtant pas un gage de succès? Après tout, on en fait 3 d'un coup, comme ça, si c'est compliqué, on n'a pas besoin d'y revenir, non? C'est un gage de risque énorme d'enfants très prématurés, avec une morbidité infantile majeure. Oh, pardonnez-moi. Nous, on a le devoir, et c'est vraiment le projet de toutes les équipes de PMA, d'essayer de diminuer les grossesses triples. Ça, on y est presque arrivé, on a très peu. Les pédiatres nous engagent aussi à diminuer les grossesses gémellaires, parce qu'il y a quand même encore une morbidité des prématurés graves. Justine Rosier, vous vouliez ajouter un commentaire. Ça pose des problèmes donc aux femmes de risquer d'avoir une grossesse multiple comme ça? D'avoir à se décider à une réduction embryonnaire, c'est quelque chose qui est quand même très douloureux pour une femme qui a rêvé d'avoir des enfants, qui les a attendus, qui était ravie d'avoir peut-être 2. Mais au-delà, c'est quelque chose qui est très difficile, parce qu'alors après, elle doit décider, elle doit subir la disparition d'un de ses futurs enfants. Et oui, mais si ça fait partie, j'allais dire, du succès de la chose. C'est vécu de façon très douloureuse. Oui. Moi, j'ai le souvenir d'une patiente pour laquelle j'avais été appelée dans le service et qui en parlait de façon dramatique. Elle s'adressait à ses embryons en s'excusant et en leur demandant de lui pardonner parce qu'elle allait les tuer. C'était terrible, elle était complètement effondrée. Justine, puisqu'on est en train de discuter de ces problèmes avec le vécu de vos patients, quand il y a un échec,
comment ça se passe? Est-ce que la consultation psychologique est réactivée? Est-ce que c'est à la demande du patient? Est-ce que ça fait partie du protocole? Comment ça fonctionne? Alors, je ne vois pas systématiquement tous les échecs, mais il est évident que c'est très important pour les couples qui ont subi un échec de revenir, de pouvoir en parler, pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Souvent, on retrouve ces couples dans un état de désarroi extrêmement important, dans un état de stupeur où ils évoquent des sentiments d'injustice, des choses qui reviennent comme mais pourquoi ça nous arrive, pourquoi ça ne marche pas, et n'importe qui peut avoir des enfants, ces enfants seront peut-être malheureux, mais nous on est là, on a préparé tout ça et puis ça ne marche pas. Les gens culpabilisent beaucoup. La femme, quand on n'arrive pas bien à expliquer, pourquoi ça n'a pas marché, il y a un moment au cours de cet échec, les mois qui suivent, où elle commence à penser qu'elle est peut-être responsable du fait que ça n'ait pas marché, même si médicalement on n'arrive pas à lui dire qu'elle est responsable. Elle le vit comme ça et elle se dit mais au fond, je ne suis pas capable de garder mon bébé, je ne suis pas capable, il part, des expressions comme ça, je l'ai perdu, je l'ai pas retenu. Et c'est vraiment, l'entretien psychologique, là, est très important, avant de pouvoir repartir sur une autre tentative. Il faut du temps. Ok. On s'attache peut-être à considérer un cas avec une petite bizarrerie. J'appelle ça bizarrerie, c'est pas forcément le bon terme. Mais en admettant, par exemple, que dans un couple, un parent décède, est-ce que le couple, la personne qui reste, a accès aux embryons et peut effectivement continuer le projet parental? Qu'est-ce que la loi dit là-dessus? Ça me rappelle le problème Hibernatus dont on parlait tout à l'heure. Oui, vous faites allusion à ce film. Je ne crois pas qu'on puisse... C'est une comédie, c'est pas une comédie, ça. Voilà, par contre, je ne crois pas qu'on puisse véritablement rencontrer un choc des générations, parce qu'effectivement, la loi connaît des limites, et notamment en cas de décès de l'une des personnes. Donc, si vous voulez, en matière d'insémination, de transfert d'embryon, il y a heureusement des barrières. Et la première barrière, c'est notamment le décès d'un des membres du couple. Donc ça, je dirais que ça simplifie les choses. À propos de couple, moi, je voulais quand même insister sur une question dont on a très peu parlé. Un couple, c'est quoi? Un couple, dans l'esprit de la loi, c'est le couple composé d'un homme et d'une femme. Et c'est une précision à apporter, parce qu'on en a beaucoup parlé à propos du mariage. Pour l'instant, le Code civil n'a pas été réformé, et donc le couple, c'est un couple hétérosexuel. Mais la loi donc interdit le recours à l'AMP pour des personnes seules, pour des couples homosexuels. Et quand je parlais tout à l'heure de projet parental, c'est vrai qu'on va essayer d'aller de l'objectif au qualitatif. Et c'est pour ça que cet entretien psychologique dont on parlait tout à l'heure est très intéressant, et même, je dirais, presque émouvant, parce que là, on est dans le vif du sujet. Vous avez d'un côté des techniciens, le terme est tout à fait noble et respectable, des techniciens qui donnent les moyens d'arriver à un résultat. Et puis vous avez de l'autre le vivant, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui souffrent d'une situation qui leur semble irréversible et insurmontable. Et à propos justement de la réduction embryonnaire, j'étais tout à fait intéressé par ce qui devait se passer dans le secret du cabinet du psychologue, parce qu'au fond, vous avez une situation paradoxale. Vous avez une femme, par exemple, qui est en mal de grossesse, qui se retrouve avec potentiellement une grossesse multiple, et à qui on dit « mais il faut arrêter ». C'est-à-dire qu'en réalité, on est en train de toucher du doigt le fait qu'on trouve pour cette femme la solution à son problème, et on lui donne la responsabilité partiellement de mettre fin à sa solution. C'est quelque chose d'épouvantable. Alors, le problème du choix, je pense que c'est quelque chose qui dépasse chacun et qui doit être accablant et écrasant. Alors, pour ce qui est maintenant des obstacles à l'insémination, il y a effectivement le décès d'un des membres du couple, et puis il y a d'autres éléments dont on pourrait parler aussi, comme par exemple la présentation d'une requête en divorce ou en séparation de corps. Il y a également la cessation de communauté de vie, et puis il y a aussi, il faut quand même y penser, puisqu'on est en matière contractuelle, qu'on le veuille ou non, la rétractation du consentement. Il suffit qu'un des deux membres du couple se rétracte, et à ce moment-là, on arrête tout. Voilà. Alors, les embryons, naturellement, on a vu, sont souvent surnuméraires, même toujours. Donc, quel est le sort, quel est le destin que l'on réserve à ces embryons qui, apparemment, ne vont pas servir à remplir ce projet parental? Qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être, Perrine Malzac, vous pouvez répondre à cette question. Alors, donc, ces embryons, s'ils ne font plus l'objet d'un désir des parents, d'un projet parental, vont pouvoir avoir différents destins.
toujours avec l'accord des parents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas remis, disons, à la communauté médicale, mais il persiste toujours la nécessité de demander aux parents à chaque fois qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. Donc, premier destin possible, c'est de confier ces embryons pour un autre couple. Démarche appelée d'accueil d'embryons, qui est relativement peu usité en France, mais qui existe légalement. Deuxième destin possible, et les couples, on l'a dit, peuvent décider, après 5 ans, de détruire, d'arrêter la conservation de ces embryons afin qu'ils soient détruits. Maintenant, ces embryons peuvent être aussi donnés dans le cadre de la recherche, pour la recherche sur les embryons, dans ce cadre très, très réglementé, où en France, il est actuellement possible, dans des situations très précises, pour aider à soit l'amélioration des techniques d'aide médicale à la procréation, soit de nouvelles thérapeutiques, d'utiliser ces embryons. Écoutez, je vous remercie pour ce chapitre sur l'aide médicale à la procréation. Nous nous retrouverons demain, toujours dans Question d'éthique, avec cette fois-ci le don de gamètes et le don d'embryons. Donc à demain dans Question d'éthique.